pour tout ce qui va vraiment être question. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent sur Facebook. Le Facebook Live est maintenant lancé. Nous sommes aujourd'hui sur Facebook et en même temps sur un webinaire pour parler de des possibilités qui sont données aux professeurs des écoles pour partir enseigner à l'étranger. Donc, vous allez avoir une présentation de nos spécialistes militants du SNUPP-FSU de la question du Hors-de-France, Bruno et Alessandra. Je laisserai se présenter dans quelques instants. Pour poser vos questions sur Facebook, n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure en commentant tout simplement le Facebook Live. Il y a des petites mains qui vont les récupérer petit à petit et je serai votre porte-parole pour les poser lorsque ce sera le moment d'échange auprès de Bruno et Alessandra. Donc Bruno et Alessandra, je vous laisse maintenant la parole pour cette présentation sur les possibilités de travailler à l'étranger. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes là pour vous présenter les possibilités de partir enseigner hors de France ou à l'étranger. Donc, on va commencer par se présenter. Alessandra. Alors, je m'appelle Alessandra Diarraté. Je suis hors de France depuis l'année dernière. J'ai été en poste à l'étranger pendant 16 ans, plus particulièrement à Dakar. Voilà, Bruno. Et pour ma part, je m'appelle Bruno Ribard. Je suis au SNUPP hors de France depuis 3 ans. J'ai été en poste à l'étranger en Espagne, au Salvador, au Paraguay, au Maroc et en Arabie Saoudite. Voilà, si vous voulez bien, on va commencer par une petite présentation générale des possibilités qui vous sont offertes pour enseigner à l'étranger. On va partager un PowerPoint qu'on va vous commenter. Et ensuite, on répondra aux questions que nous posera Julien, vos questions, en essayant de répondre en répondant aux questions qui sont plus générales que particulières, mais on reste à votre disposition par l'intermédiaire de notre adresse mail et de notre site web pour après répondre à vos questions plus précises concernant des situations individuelles. Donc, je lance maintenant le PowerPoint. Voilà, maintenant, tout le monde devrait pouvoir le voir et je laisse Bruno commencer. Donc, nous allons vous présenter les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour partir enseigner hors de France, à l'étranger donc. Le système est complexe. Notre présentation se veut simple pour être compréhensible par tous. Elle pourra susciter donc de nombreuses questions. Nous répondrons à une partie d'entre elles à la suite de cette présentation. Et à l'issue du webinaire, donc, il sera toujours possible de nous interroger par mail et par téléphone, je l'ai déjà dit, dans les semaines qui viennent. Voici les points que nous allons aborder. Alors, nous allons tout d'abord faire une petite présentation du SNUPP-FSU hors de France. Nous allons ensuite aborder les différents types d'établissements français à l'étranger. Quelles sont les positions administratives que vous pourrez avoir une fois que vous serez dans l'un de ces établissements? Nous rentrerons ensuite dans le détail des différents opérateurs, donc comment partir enseigner à l'étranger avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qu'on appelle communément AEFE. Ensuite, partir enseigner avec la mission laïque française, MLF. Partir enseigner dans un établissement partenaire ou bien quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à vous pour enseigner à l'étranger. Donc, le SNUPP hors de France, qui est basé à Paris, au siège du SNUPP-FSU, on l'appelle communément HDF, est chargé au sein du SNUPP-FSU national donc des questions liées à l'enseignement français de l'étranger. Notre rôle consiste à conseiller les enseignants qui souhaitent partir, donc vous en l'occurrence. Il accompagne aussi ceux qui sont déjà en poste dans les différents pays.
et il siège également dans les instances donc, de l'AEFE dont on vient de parler et de la MLF, la Mission laïque française. Vous voyez ici les différents moyens de nous contacter et de nous suivre sur Internet ou sur les réseaux sociaux. L'accent peut être mis sur deux choses. La première chose, c'est notre brochure « Partir enseigner hors de France et dans les COM » qui paraît chaque année et qui vient d'être mise à jour spécialement pour ce webinaire. Vous pouvez la télécharger sur le site du SNUIPP FSU national ou sur celui du SNUIPP FSU HDF. Deuxième point, vous pouvez également consulter donc notre site internet hdf.snuipp.fr et plus particulièrement la page « Vous voulez partir » que Alexandra va nous décrire. Voilà, une fois que vous êtes arrivé sur la page « Vous voulez partir », ça y est, elle arrive, elle est là. Vous voyez que vous trouverez ici toutes les possibilités pour partir enseigner à l'étranger. Chacune présentera les caractéristiques, le mode de recrutement et les conditions contractuelles des différents opérateurs, des différentes possibilités. Ces pages sont régulièrement mises à jour en fonction de l'apparition des textes qui leur correspondent du point de vue réglementaire. Comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de possibilités. Ces possibilités sont nombreuses. Par contre, le nombre de postes proposés est très différent en fond d'une structure à l'autre. Donc, nous allons maintenant détailler les plus importantes tout au long de cette présentation. Une première carte du monde où les bonhommes du SNUIPP que vous reconnaissez indiquent les villes ou les pays où le SNUIPP FSU hors de France est représenté par une section ou par un correspondant ou une correspondante. Ce réseau fait notre originalité et notre force. Ces correspondants ou correspondantes sont des enseignants ou des enseignantes en poste dans les établissements qui s'impliquent dans la vie syndicale de leur établissement. Grâce à eux ou à elles, nous, au SNUIPP hors de France, à Paris, nous avons un relais local. Il nous permet donc de disposer d'informations précises sur la vie dans le pays et les conditions d'exercice dans l'établissement. Pour le recrutement, il nous informe également des postes vacants ou éventuellement disponibles, ce qui nous permet aussi de répondre à vos questions sur tel ou tel établissement dans le monde. Vous allez voir une deuxième carte. Voilà, sur cette deuxième carte, on voit la répartition des établissements français à l'étranger. Ce réseau unique dans le monde est un des leviers de la diplomatie française. Il permet de retrouver le même système éducatif qu'en France, dans 138 pays. C'est d'ailleurs la raison principale de son succès. La répartition des établissements n'est pas homogène, comme vous pouvez le remarquer. Certaines zones regroupent de nombreux établissements. C'est le cas plus particulièrement en Europe de l'Espagne et de l'Allemagne, au Maghreb pour le Maroc et la Tunisie, au Moyen-Orient au Liban, en Afrique, à Madagascar et dans l'Afrique francophone, et ensuite en Amérique du Nord, plus particulièrement aux États-Unis. Sur les 365 000 élèves scolarisés dans ces établissements, on peut noter que 40% sont français et 60 d'autres nationalités. La présence de nombreux élèves dont le français n'est pas forcément la langue maternelle doit être remarquée parce qu'elle a des conséquences sur l'enseignement et la pédagogie mise en place dans ces établissements. Alors, parmi ces établissements, plusieurs types existent à l'étranger. Ils varient par leur tutelle, par leur gestion, par leur taille, mais aussi par les contrats proposés au personnel qu'ils emploient. Principal opérateur, l'AEFE, donc, l'Agence pour l'enseignement français de l'étranger. C'est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette AEFE se charge directement de deux types d'établissements. Les établissements en gestion directe, 71 donc, appelés également EGD,
qui sont gérés directement par l'AEFE en ce qui concerne leur budget, la gestion des personnels, les questions immobilières et bien d'autres choses, etc. L'AEFE se charge également d'établissements qu'on appelle conventionnés. Ces établissements conventionnés ont signé une convention avec l'AEFE et c'est l'AEFE qui se charge de gérer les personnels détachés. Un comité de gestion, souvent composé de parents d'élèves, est responsable du budget, des questions immobilières et de la gestion des personnels recrutés sur place. L'autre opérateur historique dans le réseau est la Mission laïque française, appelée MLF. C'est une association reconnue d'utilité publique. C'est aussi un opérateur privé qui regroupe plusieurs types d'établissements. Tout d'abord, des établissements en pleine responsabilité, appelés EPR, dont la MLF assure la gestion financière, immobilière et celle aussi des personnels. Au Maroc, ces établissements sont regroupés au sein de l'OSUI, l'Office scolaire et universitaire international. L'OSUI est la représentation de la MLF dans ce pays. Enfin, toujours avec la Mission laïque française, des écoles d'entreprise. Ce sont des écoles créées à la demande d'entreprises françaises et qui scolarisent les enfants de ces personnels, donc des personnels de ces entreprises expatriés. D'autres établissements existent dans le monde. Ce sont des établissements dits partenaires. Ils sont reconnus par l'homologation du ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit d'établissements privés de droit local, parfois à but lucratif. Les règles de gestion financière et de gestion des personnels y sont très différentes d'un pays à l'autre. L'homologation garantit uniquement que ces établissements suivent les principes, les programmes et certaines valeurs du système éducatif français. Tous ces établissements, qu'ils soient établissements AEFE ou MLF ou partenaires dont nous venons de parler, sont des établissements privés dans lesquels les familles paient des frais de scolarité. Ces frais sont en moyenne de 5 000 € par an, mais peuvent varier selon les pays. Par exemple, on peut, voilà, à titre d'exemple, c'est aux alentours de 200 € à Madagascar, mais 40 000 $ à New York. Le nombre d'élèves varie également beaucoup. À titre d'exemple, encore une fois, le lycée français de Madrid accueille 4 000 élèves. Un autre établissement situé à Katmandou n'en accueille que 67. Les établissements scolarisent souvent des élèves de la maternelle à la terminale. Ils sont tous dirigés par un chef d'établissement, supérieur hiérarchique de tous les personnels, y compris de ceux du premier degré. Tous ces établissements sont aussi sous la tutelle du poste diplomatique, c'est-à-dire de l'ambassade de France implantée dans le pays d'exercice. En tant que personnel du ministère de l'Éducation nationale, quand vous êtes en France, vous avez une position administrative. Vous êtes en activité, vous êtes à la retraite, vous êtes en congé parental ou d'autres cas éventuellement. Pour enseigner à l'étranger, il y a 3 positions administratives qui sont possibles. La première est le détachement. Alors, il est soumis à l'accord du ministère de l'Éducation nationale et à l'avis du DAZEN de votre département. Il est lié à un contrat signé avec un opérateur ou un établissement. Il permet de poursuivre sa carrière pour l'avancement et la retraite. Depuis 2018, ce détachement est limité à 6 ans consécutifs. Le salaire et les conditions contractuelles en détachement dépendent de l'opérateur ou de l'établissement. Deuxième position administrative possible, la disponibilité. Celle-ci peut être de droit, pour suivi de conjoint ou pour élever un enfant de moins de 12 ans, ou bien pour convenance personnelle. Elle est alors soumise à l'accord du DAZEN. Cette position entraîne une interruption de carrière.
même si depuis 2019, il est possible de faire valoir 5 années de disponibilité pour son avancement. Pour cela, il faut prouver que l'on a travaillé pendant cette période. Le salaire et les conditions contractuelles dépendent là aussi de l'opérateur et de l'établissement. Enfin, dernière position administrative, la mise à disposition. Elle concerne très peu de personnel. Elle permet d'occuper un emploi dans un autre ministère que l'Éducation nationale, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères par exemple, tout en conservant son salaire d'origine. Trois positions administratives donc, mais aussi 3 types de contrats. Contrat expatrié, contrat résident à l'AEFE ou lié au statut commun de la mission laïque française, ou bien contrat local. La position administrative qu'Alessandra vous a décrite, les positions et le contrat sont liés l'un à l'autre. On ne peut donc pas demander un détachement et ensuite choisir une destination. Par contre, la disponibilité est plus souple et elle permet d'anticiper un recrutement éventuel. Nous allons maintenant entrer dans le détail des différents contrats possibles en fonction des opérateurs et des établissements. Nous allons commencer avec l'AEFE, donc Agence pour l'enseignement français de l'étranger. Le premier contrat que nous allons examiner à l'AEFE est celui d'expatrié. Le contrat d'expatrié à l'AEFE donne droit à un détachement. Il est à la fois le plus sélectif et le plus rémunérateur. Il est limité à 3 ans, auxquels s'ajoutent 2 prolongations d'1 année soumises à accord. Les postes proposés sont exclusivement des postes de directeur ou de directrice d'école ou de formateur ou de formatrice, donc CPAUN ou formateur ou formatrice en établissement. Le recrutement s'effectue en plusieurs étapes, la sélection des dossiers et ensuite un entretien. Peu de candidats sont recrutés au final, une quarantaine par an. Le SNUPP-FSU peut suivre ses adhérentes et ses adhérents tout au long du processus et participe à la commission paritaire centrale de recrutement qui s'appelle CCPC, où le SNUPP est majoritaire. La rémunération comprend une indemnité d'expatriation, des majorations familiales et des frais de déplacement, en plus du salaire France. Toujours à l'AEFE, le deuxième type de contrat possible est celui de résident. Il donne droit lui aussi à un détachement. Ça arrive tout de suite sur le PowerPoint. Voilà, il arrive. C'est un contrat de 3 ans qui garantit un salaire France et des conditions contractuelles équivalentes à celles existant en France. À cela s'ajoute une indemnité spécifique de vie locale qui s'appelle ISVL, variable selon les pays, et un avantage familial qui permet de payer les frais de scolarité de ses enfants. Le recrutement se fait sur un dossier en commission consultative paritaire locale, appelée CCPL. Cette commission s'est réunie en mars, au début mars, dans chaque pays. Les correspondants du SNUPP-FSU hors de France y sont presque toujours présents. Ce recrutement se fait selon un barème précis. Le détachement est limité à 6 ans par le ministère de l'Éducation nationale. Il est possible d'enchaîner donc 2 contrats de résident à la suite, pas forcément dans le même pays. Enfin, et toujours à l'AEFE, la dernière possibilité est un contrat local. Il n'est possible qu'en disponibilité. Le salaire et les conditions varient suivant le type d'établissement et le pays d'exercice. Dans un EGD, le recrutement des personnels en contrat local s'effectue en commission paritaire locale, donc toujours en CCPL, et selon un barème défini. Je rappelle, l'EGD, c'est l'établissement en gestion directe de l'AEFE. Dans un établissement conventionné, c'est le chef d'établissement qui sélectionne les candidats et qui les recrute. Il peut aussi consulter une cellule de recrutement s'il souhaite la mettre en place. Ce contrat, qu'il soit dans un établissement en gestion directe
ou dans un établissement conventionné est soumis au droit du pays d'accueil et par conséquent, les recrutés cotisent localement pour la protection sociale et pour la retraite. Passons maintenant à la mission laïque française. En premier lieu, le contrat de détaché en école-entreprise. Il offre en général des conditions avantageuses, une indemnité et le plus souvent un logement. Il s'accompagne néanmoins de conditions de travail parfois difficiles. L'établissement peut se situer dans une base vie, il est souvent isolé et fonctionne parfois en milieu fermé. Ce contrat donne droit à un détachement, toujours limité à 6 ans. Le recrutement est présenté en commission consultative paritaire de la mission laïque française où siège le SNUPP-FSU-HDF. L'entreprise valide ou non le recrutement. Un exemple de ce type d'établissement, l'école d'entreprise Bouygues à Ashgabat au Turkménistan, qui scolarise 40 élèves de la petite section à la terminale. On a un tout petit peu de mal à faire avancer le PowerPoint, désolé. Voilà. Deuxièmement, le contrat de détaché dans un établissement en pleine responsabilité, EPR, de la mission laïque française. Il est soumis au statut commun des détachés, MLF. Ce statut commun est le texte précisant les droits et les obligations de ces personnels. C'est un contrat local de 3 ans avec détachement. Le salaire France est garanti et s'accompagne d'une indemnité équivalente à celle des résidents AEFE dont on a parlé plus tôt, les SVL. Le recrutement est présenté en CCP de la MLF également, où siège toujours le SNUPP-FSU hors de France. Enfin, le contrat local dans un EPR, un établissement en pleine responsabilité de la MLF. Il n'est possible qu'en position de disponibilité. Le salaire et les conditions varient suivant le type d'établissement et le pays d'exercice. C'est le chef d'établissement qui sélectionne les candidats et qui les recrute. Il peut aussi constituer une cellule de recrutement. Ce contrat est soumis au droit du pays d'accueil et par conséquent, les recrutés cotisent localement pour la protection sociale et la retraite. Dernier contrat possible, le contrat local dans les établissements partenaires. C'est le type de contrat le plus fréquemment proposé, notamment sur les réseaux sociaux, puisque ces établissements sont très nombreux. Les règles de recrutement ne sont pas établies et parfois un peu opaques. Ces contrats sont parfois précaires et les conditions de travail et salariales sont très différentes selon les établissements. On distingue 2 positions administratives différentes selon le type de contrat local. Le contrat local avec détachement direct auprès de l'établissement, le déroulement de la carrière est donc conservé, et le contrat local en disponibilité, la carrière est dans ce cas interrompue. Le SNUPP-FSU hors de France recommande d'examiner attentivement les termes du contrat proposé avant de s'engager. Il peut d'ailleurs, le SNUPP-FSU hors de France peut d'ailleurs vous apporter son expertise. Ces établissements, totalement privés et parfois à but lucratif, ne correspondent pas à l'idée que nous nous faisons d'une mission de service public d'éducation à l'étranger. Voilà donc un résumé de ce que nous venons d'expliquer dans les dernières diapositives. Plusieurs types de contrats dans un même réseau, mais aussi dans un même établissement, avec des modes de recrutement différents. Plusieurs types de contrats aussi pour un même opérateur, pour un même organisme, dans une même ville et dans une même école. Dans tous les cas, nous vous conseillons de vous informer avant de postuler sur un poste et de bien vérifier votre contrat, le contrat qu'on vous propose, avant d'accepter et de signer.
D'autres possibilités existent pour enseigner à l'étranger. On va essayer de les passer en revue assez rapidement parce qu'elles concernent beaucoup moins de collègues. Le codophile en Louisiane. Les collègues recrutés sont en détachement. Ils sont en immersion dans le système éducatif local et devront en suivre le programme sous la direction du chef d'établissement américain. Ensuite, les écoles européennes. C'est un recrutement très sélectif, notamment pour les langues pratiquées. La durée d'affectation est de 9 ans, avec une période probatoire de 2 ans. Les conditions salariales sont intéressantes, mais depuis la loi de modernisation de la fonction publique, le SNUPP-FSU n'a plus de visibilité sur le recrutement dans ces écoles. Il existe aussi les échanges internationaux. L'échange franco-québécois, il s'agit là d'un échange de postes entre des collègues français et québécois. Il faut pour cela, bien sûr, être titulaire de son poste. Ce programme s'adresse aux enseignants qui exercent à partir de la grande section. L'échange franco-allemand, c'est aussi un échange poste à poste. Ce programme est très souvent destiné à la région Alsace, de par sa proximité avec l'Allemagne. Il vise à développer l'enseignement de l'allemand en France. Enfin, le programme Jules Verne, il propose des postes en détachement ou avec mise à disposition. Il s'agit d'un accord bilatéral entre une académie et un pays à l'étranger. Il faut donc se renseigner auprès de son académie d'exercice pour savoir si ce programme y est mis en place. La pratique de la langue du pays d'exercice est requise. Le niveau B2 est demandé. Nous terminons avec les COM, collectivités d'outre-mer. Dans ces collectivités, le recrutement est réservé à des enseignants du premier degré spécialisés. Très peu de postes sont proposés, voire aucun certaines années. Il s'agit d'une affectation. En ce qui concerne plus particulièrement la Polynésie française, il existe maintenant une section SNUPP-FSU Polynésie à laquelle vous pouvez vous adresser directement. Pour les collectivités d'outre-mer, si vous êtes intéressés, il faut suivre la parution des notes de service du ministère de l'Éducation nationale et éventuellement nous contacter pour plus de précisions. Pour terminer, les DOM. Alors, les départements d'outre-mer ne font pas partie du domaine de compétences du SNUPP-FSU hors de France. Mais vous pouvez contacter les sections départementales de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte, de la Guyane, de la Réunion ou de la Polynésie. Si vous souhaitez postuler, il convient donc de participer au mouvement interdépartemental pour ces départements d'outre-mer. Voilà. Nous espérons que cette présentation vous aura permis de mieux appréhender le fonctionnement de l'enseignement français à l'étranger. Vous aurez sûrement des questions auxquelles nous nous proposons maintenant de répondre. Merci Bruno, merci Alessandra. Et je fais une petite incise par rapport au département région d'outre-mer et à votre propos sur le mouvement interdépartemental et permutation pour vous annoncer un prochain webinaire au retour des vacances de la Toussaint, des vacances d'automne plutôt, sur le sujet des permutations. Donc pour une première question qui a été posée par Nadia, qui se pose la question suivante. J'ai 60 ans l'année prochaine, est-ce que je peux encore partir enseigner à l'étranger pour terminer ma carrière, tout en sachant que je suis déjà partie en tant que résidente AEFE 4 ans au Nigeria de 2016 à 2020, puisqu'il me semble qu'il y avait une histoire de nombre d'années que vous avez présenté tout à l'heure. Eh bien, Nadia, on va essayer de répondre à ta question. Donc, le fait que tu sois partie entre 2016 et 2020 ne t'empêche pas de postuler à l'étranger. Simplement, ton âge
ne t'empêche pas non plus de postuler. Après, comment dire, les recruteurs auront peut-être des réticences, ça dépend dans quel système tu veux partir et avec quel opérateur tu veux partir, mais auront peut-être des réticences à te recruter puisque tu pourras éventuellement, en fonction de ton âge, en fonction du nombre d'années qui te restent, ne pas terminer le contrat, ne pas faire les 3 ans complets. Question suivante, qui est une question qui a été posée par Amélie sur Facebook, qui a priori n'est pas PE. Voilà, elle voudrait savoir s'il est possible de partir ancien étranger en ayant son master MEF, s'il faut absolument le CRPE, et du coup, voilà, savoir si le master MEF est obligatoire. Alors, cela dépend dans quel opérateur elle souhaite partir. Si elle souhaite partir avec un détachement ou une disponibilité, donc auprès de l'AEFE ou de la MLF, le CRPE est obligatoire parce qu'on ne peut pas être détaché si on n'est pas titulaire. Donc, dans le recrutement, le CRPE sera, si elle ne l'a pas, c'est rédhibitoire. Par contre, il arrive tout à fait que dans des établissements partenaires, des collègues non titulaires soient recrutés avec un niveau d'études en général qui correspond à celui du master, mais qui n'est pas forcément le master MEF. Et il arrive aussi qu'on puisse être recruté dans les établissements de l'AEFE ou de la MLF en contrat local, tout en n'étant pas titulaire. Le fait de ne pas avoir le CRPE ne permet pas le détachement et la disponibilité, donc les postes de résidents ou avec le statut unique ou les postes d'expatriés. J'ajoute que pour les titulaires, il faut avoir 2 ans d'ancienneté pour pouvoir obtenir un détachement. C'est-à-dire que si on n'a pas fait 2 ans de service effectif en France, on ne peut pas obtenir de détachement. Le détachement sera refusé. De toute façon, votre candidature ne sera pas étudiée, ne sera pas retenue parce que vous ne pouvez pas avoir de détachement. Cela ne correspond pas aux règles émises par le ministère de l'Éducation nationale pour accorder les détachements. Une petite nouveauté cependant cette année, c'est qu'on considère que le congé parental s'apparente à des services effectifs. Donc, une bonne nouvelle pour les mères ou les pères de famille. Tout à fait. Question suivante, qui est une question d'Isabelle, qui souhaiterait savoir s'il est possible du coup d'obtenir un poste de directrice d'école à l'étranger. Alors, bien sûr, il y a des directeurs et des directrices à l'étranger. Heureusement, on en a besoin. Donc, pour être directrice d'école à l'étranger, on a expliqué tout à l'heure qu'on pouvait partir comme directeur ou directrice d'école sur un poste d'expatrié. Donc, il faut avoir une certaine expérience de directeur avec une école suffisamment grande, de 8 classes en général, puisque les écoles primaires dans les établissements français à l'étranger sont en général des grosses écoles. Donc, c'est possible, en postulant donc, auprès de l'AEFE, de partir sur un poste d'expatrié comme directeur d'école. On peut aussi partir comme directeur au sein de la mission laïque française. Même chose, il faut postuler sur le site de la mission laïque française. Et on peut aussi partir comme directeur d'école auprès des écoles partenaires. Dans ce cas, il s'agit d'envoyer un CV aux écoles qui, en général, font des appels d'offres sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou sur leur site propre. Pour compléter, souvent les offres d'emploi dans les écoles partenaires sont aussi relayées par le site de l'ambassade du pays ou par le site de l'inspection de l'éducation nationale de zone, où on peut aussi parfois retrouver les offres d'emploi qui sont publiées et qui regroupent à ce moment-là toutes les offres d'emploi de la zone, qui peut être par exemple l'Europe du Sud et de l'Est ou l'Afrique occidentale, ou l'Amérique du Sud et centrale, par exemple. L'AEFE, le site de l'AEFE relaie aussi ces demandes et ces offres d'emploi. Donc là, non plus sur les postes de directeur et de directrice, mais c'est une question d'Elissa sur Facebook qui se demande, pour un poste de résident, comment s'opère la sélection? J'ai compris que les résidents ayant le statut de PE sont prioritaires, mais par la suite, comment s'opère la sélection? Ancienneté ou au choix du directeur d'établissement selon profil. Donc, comment va s'opérer la sélection du poste de résident Comme
Oui, comme on l'expliquait tout à l'heure dans la présentation, les postes de résidents sont soumis à un recrutement en commission consultative paritaire locale, c'est-à-dire dans chaque pays. Cette commission est composée d'un certain nombre de représentants des personnels et du même nombre des représentants de l'administration. Tous les dossiers sont étudiés au sein de cette commission et sont classés selon un barème très précis et tout à fait connu. Il y a 3 priorités qui ont été émises par l'AEFE et qui sont, je dirais, qui permettent de classer les candidats selon ces 3 priorités. La première qui permet d'être classé donc en premier, c'est ce qu'on appelle d'être titulaire non résident. Cela concerne tous les collègues professeurs des écoles qui sont déjà dans l'établissement, mais qui sont en contrat local et donc en disponibilité. Ces collègues seront classés en premier. Parmi ces collègues, s'il y en a plusieurs, c'est l'ancienneté dans l'établissement et dans la position donc de titulaire non résident qui permettra de les départager. La deuxième priorité qui a été donnée par l'AEFE est d'être victime éventuellement d'une carte scolaire, donc c'est très rare, mais il peut arriver qu'un établissement dans la même ville ou bien une annexe de l'établissement principal ferme et que des collègues donc se retrouvent victimes d'une mesure de fermeture de carte scolaire. Dans ce cas-là, ils rentrent dans la deuxième catégorie. Dans cette deuxième catégorie, il y a aussi les collègues qui étaient non titulaires, qui sont rentrés en France pour passer le CRPE et qu'une fois les 2 années de titulaire en France, souhaitent éventuellement revenir dans le même établissement. Et ensuite, la troisième priorité de l'agence est pour les collègues qui seraient en suivi de conjoint d'un personnel qui est nommé ou bien à l'AEFE ou bien pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le même pays. Ça, ce sont les 3 priorités qui permettent de départager un grand nombre de candidats. Viennent ensuite ce qu'on appelle le barème, qui est un barème qui est construit localement au sein de chacune de ces commissions paritaires et qui établit des critères qui permettent de départager tous les autres candidats qui ne rentreraient pas dans ces priorités, mais qui seront de toute façon classés après ceux qui rentrent dans les 3 premières priorités. Et là, il y a plusieurs critères. Ça peut être effectivement le nombre de fois où on a postulé dans ce pays. Est-ce qu'on est déjà résident dans le pays? Donc, est-ce qu'on habite déjà dans le pays? Ce qui est un critère très, très important. Et d'autres choses qui pourraient être mises en place par la commission paritaire locale. Dans tous les cas, pour être résident, il faut être titulaire de l'éducation nationale. D'accord. Et d'où l'intérêt de prendre contact avec le SNUPP Hors-de-France et les diverses antennes locales pour savoir comment se construit ce barème et comment ça se passe, puisque si j'ai bien saisi, les situations sont très locales. Question suivante qui concerne une question de Vicky, qui concerne du coup les collègues qui postuleraient en situation de disponibilité. Est-ce qu'ils peuvent postuler dans une école à l'étranger sans avis de leur académie? Sans avis de leur académie. La disponibilité pour suivi de conjoint est une disponibilité de droit. Donc, il faut la demander à son DAZEN, mais elle ne peut pas être refusée. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Vicky. Mais l'avis sera favorable, je dirais, de toute façon. Mais il faut demander la disponibilité auprès de son académie. Ce n'est pas possible autrement, je pense. Le principe de la demande de disponibilité, dans l'éventualité de partir enseigner à l'étranger, en général, la disponibilité est demandée pour le 1er septembre, donc pour le début de l'année scolaire. Si c'est une disponibilité de droit ou pour élever un enfant de moins de 12 ans, elle est demandée donc dans son académie, elle ne peut pas être refusée. Donc, une fois que cette disponibilité est accordée, voilà, vous pouvez enseigner dans un établissement français de l'étranger. Après, il faut savoir que les disponibilités pour convenance personnelle, elles sont soumises à l'avis du DAZEN. Et souvent, dans beaucoup de départements, notamment ceux qui sont déficitaires, elles sont aussi refusées par le DAZEN qui estime qu'il a des besoins dans son département. Donc, c'est là. Après, sinon, l'avis de mon académie, c'est seulement dans ce cas-là, dans le cas d'une disponibilité pour convenance personnelle.
Question de Fabienne, qui du coup concerne le retour en France. Est-ce que l'on conserve une place dans l'académie de départ si jamais l'on souhaite revenir après des années à l'étranger? Voilà, globalement, comment se passe le retour ensuite en France? Je suppose que ça dépend également des situations de départ. Non, du moment où on obtient un détachement, où on se met en disponibilité, on n'est plus titulaire de son poste en France. Donc, on perd, entre guillemets, sa place. Une fois qu'on souhaite réintégrer, on doit participer au mouvement et là, on sera classé selon le barème qui est le sien et on ne retrouvera pas le poste qu'on avait quand on est parti. Une précision par rapport à la réintégration, c'est-à-dire au retour en France, suite à un poste à l'étranger, cette réintégration est possible n'importe quand. C'est-à-dire qu'en cours de contrat, milieu d'année, etc., il y a pour tous les ans des collègues qui, pour des raisons familiales ou de santé, etc., réintègrent en cours de contrat et ça pose en général pas de problème pour que le département d'origine réintègre rapidement le collègue et lui trouve une place dans le département, une classe dans le département. Il y a souvent des besoins dans les départements, en effet. En général, il n'y a pas trop de temps d'attente. J'en profite pour faire une petite incise. On me glisse dans l'oreillette qu'il serait préféré, voilà, que si vous avez des questions à poser parmi les participants et participantes du webinaire, voilà, essayez privilégier. On va être un peu plus impératif. Le QR, l'onglet QR, questions-réponses, c'est plus simple pour nous pour les gérer. Il y a un nombre conséquent de questions et ça nous facilite le travail ensuite. Tout à l'heure, on a parlé des directeurs et directrices. Il y a une question de Zoé sur Zoom qui, du coup, demande le recrutement résident et en dispo. Est-ce que c'est aussi pour les maîtres formateurs? Elle pose plutôt la question, c'est aussi que pour les maîtres formateurs ou directeurs, mais du coup, moi, je vais vous poser ma question qui va être du coup un petit peu quid des maîtres formateurs? Est-ce qu'il y a un statut particulier pour eux? Puisque je pense que vous avez déjà répondu sur le statut pour le PE lambda, on va dire. En fait, les maîtres formateurs, donc les maîtres formateurs qui peuvent être conseillers pédagogiques auprès de l'IEN ou bien enseignants, maîtres formateurs en établissement, sont recrutés, si c'est à l'AEFE, sont recrutés sur des postes expatriés. Ces maîtres formateurs, donc, il y en a un certain nombre chaque année, une vingtaine, sont recrutés pour animer un réseau. Ils sont recrutés sur une zone géographique et ils sont censés intervenir dans les établissements ou sur une zone géographique. Le recrutement résident pour les maîtres formateurs et pour les directeurs, il y en a encore quelques-uns, directeurs qui sont résidents, mais l'AEFE tend à les faire disparaître au profit de postes d'expatriés. Ceci dit, un collègue maître formateur peut tout à fait postuler sur un poste de résident. Il sera à ce moment-là en classe comme un PE, je dirais, lambda, à 100% de temps de classe. C'est absolument pas rédhibitoire. Simplement, il n'aura pas le rôle de maître formateur qu'il pourrait avoir s'il postule sur un poste d'expatrié. Question de Kelly. Que conseillez-vous pour partir enseigner 1 an dans une école française et récupérer son poste à notre retour? Son retour plutôt. Je pense que la seule possibilité pour 1 an est de récupérer son poste, c'est avec les échanges. Là où il y a un échange poste à poste. Parce que dans ce cas-là, vous restez titulaire de votre poste. Donc, ce sont les échanges franco-québécois ou les échanges franco-allemands où vous pouvez partir pour 1 an, voire 2, et ensuite, à votre retour, récupérer votre poste. C'est ce qui correspond le plus, je dirais, à ce cas d'espèce. Parce que si vous partez dans un autre établissement, vous serez à ce moment-là en détachement ou en disponibilité et vous ne récupérerez pas le poste que vous aviez en France. Mais la durée est possible, par contre. Dans les écoles partenaires, certains détachements sont possibles sur 1 année seulement. Une question un peu parallèle, mais peut-être qui peut intéresser certaines. En tant qu'AESH, peut-on exercer à l'étranger? Je pense malheureusement connaître la réponse, mais… Je dirais que oui, on peut bien sûr enseigner à l'étranger, mais le système qu'on connaît en France du réseau AESH et de ce qui est mis en place n'existe absolument pas à l'étranger.
À l'étranger, il est possible d'avoir ce qu'on appelle encore à l'étranger souvent des AVS, mais des AESH qui sont recrutés et jusqu'à présent payés par les familles. Depuis cette année, depuis la rentrée de cette année, tous les enfants français bénéficient d'une prise en charge de l'AESH par l'ambassade dans le cadre des bourses scolaires. Mais ce qu'on connaît comme fonctionnement en réseau n'existe pas du tout à l'étranger. On se débrouille, je dirais, un peu plus, malheureusement. Question du coup, une question sur Zoom. Pardon, j'ai mon tableur qui a bougé. Bon, du coup, c'est la question que tout le monde se pose, je pense. En tant qu'enseignant, quel contrat faut-il privilégier et dans quel pays est-ce le plus simple pour partir? Donc, quelle est la règle magique? Question. Très vaste question. Donc, en fait, la difficulté, vous l'avez compris, pour obtenir un poste d'expatrié, c'est qu'il y a très peu de postes et que la sélection est très difficile. Les postes de résidents, qui étaient autrefois, il y a quelques années encore, assez faciles à obtenir, tendent à se raréfier également, mais sont beaucoup plus nombreux que les postes d'expatriés. Après, les autres postes qui sont des postes donc, de contrat local, que ce soit à la mission laïque française ou bien dans les écoles partenaires, sont les plus nombreux. Donc, il semblerait que ce soit les plus faciles à obtenir. Malgré tout, nous tenons, parce que nous avons, de par notre expérience et les retours que nous avons, à vous avertir des conditions qui peuvent être totalement différentes de celles que vous pouvez rencontrer en France et parfois des conditions qui sont difficiles. On a des retours de gens qui reviennent parce qu'ils ne peuvent plus travailler dans ces conditions-là. Donc, beaucoup de précautions à prendre. Après, en ce qui concerne les pays, je dirais, à favoriser, c'est très difficile de répondre. Vous avez vu un peu la carte qui permettait de voir où se trouvaient les établissements français à l'étranger. Il y a une très grande concentration d'établissements en Europe et par exemple en Afrique du Nord, mais il y a aussi énormément de collègues qui postulent. Parce que pour des raisons de proximité, pour une première expatriation, souvent c'est plus facile de rester pas trop loin de la France, ça permet de faire des allers-retours assez fréquentes, mais ce n'est pas là où il est plus facile de trouver un poste ou d'être recruté. Le réseau qui se développe beaucoup, même si la crise sanitaire y a mis quand même un coup d'arrêt, c'est celui de l'Asie. C'est un secteur où notamment l'AEFE souhaite vraiment se développer. L'Amérique latine est souvent, disons, a souvent des postes à pourvoir et certains pays d'Afrique aussi qui ont beaucoup de mal à recruter chaque année. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ce sont des pays qui sont considérés parfois comme peut-être difficiles de par les conditions climatiques ou sécuritaires ou de vie locale. Vous trouverez au Niger ou au Tchad plus facilement un poste qu'au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, par exemple, sur l'Afrique. Mais c'est difficile de donner une réponse, je dirais, unique à cette question. Après, il faut aussi prendre en compte les conditions dans lesquelles vous partez. Si vous partez en tant que célibataire, sans enfant, certains pays peuvent être plus faciles à obtenir. Si vous partez en famille, il faudra prendre certaines précautions pour certains pays. Après, en partant en couple, certains réseaux, notamment la mission laïque française, les écoles d'entreprise par exemple, favorisent le recrutement des couples parce que ça leur permet d'avoir deux enseignants stables dans leur établissement. Donc voilà, tous ces éléments-là font que c'est difficile de vous dire d'un trait postuler dans cet endroit. Deux questions qui vont être probablement plus simples pour vous, qui sont des questions d'ordre matériel. Et financière du coup. Le déménagement est-il pris en charge? Une question de Marielle sur Zoom et une question également de Léa dans le webinaire, dans l'onglet QR. Une aide à la recherche de logement est-elle mise en place lors d'un contrat de résident par l'AEFE? Alors, la première réponse, le déménagement est-il pris en charge? Le déménagement est pris en charge contractuellement uniquement pour les expatriés.
donc les postes de directeur et de formateur. Après, quand vous postulez sur un contrat local avec un établissement partenaire, quelquefois, l'établissement qui recherche des enseignants titulaires offre une prime d'installation ou une prime d'entrée dans le pays. L'autre partie de la question qui concernait le logement, pour un poste de résident, l'AEFE ne propose pas de logement. Chaque collègue arrivant dans un pays se débrouille pour trouver son logement. Là aussi, nos correspondants et correspondantes sur place peuvent vous aider, puisque eux sont déjà installés dans le pays. Éventuellement, vous évitez un parcours du combattant pour trouver un logement dans le pays d'accueil. Et dans les pays où éventuellement, les rares pays où il n'y aurait pas un correspondant du SNUPP FSU hors de France, très souvent la solidarité entre collègues est assez forte. C'est-à-dire que contactant l'établissement, on vous met en relation avec d'autres collègues qui peuvent effectivement vous aider à trouver un logement, voire vous accueillir pendant quelques temps, s'ils en ont la possibilité, et vous donner ainsi le temps de trouver un logement qui vous convienne. Notamment dans les pays où les conditions de vie sont particulièrement difficiles. En général, les collègues se serrent les coudes et proposent une aide au logement en arrivée. Une question d'Hélène qui, du coup, qui concerne les écoles européennes, qui, du coup, souhaiterait que vous reveniez un petit peu sur les possibilités qui sont offertes d'y enseigner, du coup, comment y postuler. Donc, les écoles européennes sont situées, comme leur nom l'indique, en Europe. Il y en a 14. Donc, pour postuler, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir la diapo, mais on demande beaucoup, le recrutement est très sélectif, donc on demande beaucoup de certifications, en général d'avoir un CAFIPENF, de parler les langues du pays dans lequel on va aller enseigner, éventuellement une autre langue. Et ce recrutement… Un avis très favorable du supérieur hiérarchique, donc du DAZEN, hein, c'est souvent demandé, voire de l'IEN. Voilà, c'est un des recrutements les plus sélectifs, même peut-être au-delà de celui des expatriés à EFE. Il y a peu de place. Et c'est vrai que nous, depuis la mise en place de la réforme de la fonction publique, on a des difficultés à avoir un retour sur la façon dont se passe le recrutement et les critères spécifiques qui sont utilisés. Plus particulièrement, donc, les écoles européennes sont liées à l'Union européenne. Elles se trouvent dans les pays où il y a des antennes, je dirais, de l'Union européenne. Donc, ça peut être l'Allemagne, ça peut être le Luxembourg, ça peut être les Pays-Bas. Les collègues qui y enseignent viennent de tous les pays de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a relativement peu de postes, parce qu'il n'y a pas que des collègues français qui y enseignent. Question de… Pardon, il y a encore une intervention de Bruno. Juste après, si cette collègue veut avoir des détails plus précis sur le recrutement en école européenne, on est tout à fait disposé à lui répondre et à lui donner les détails par rapport à son profil pour voir s'il s'adapte à un recrutement éventuel en école européenne. Qu'elle n'hésite pas à nous contacter par mail et on pourra voir avec elle les différentes possibilités. Donc l'adresse mail hdf@snupp.fr. Question de Titou. Sur les contrats résidents, faut-il faire des vœux géographiques larges, exemple Asie, Europe, ou plutôt des vœux précis sur un pays, voire même sur des écoles? Comment ça se passe du coup sur ces contrats résidents? C'est différent par rapport à ce qui se passe avec les expatriés, justement. Donc, les vœux doivent vraiment correspondre à ce que les collègues souhaitent. Et il faut vraiment mettre en vœu numéro 1 le pays qui est le plus souhaité, je dirais. Après, une fois qu'on se retrouve en commission paritaire locale et qu'on examine les dossiers, un collègue qui arriverait à la fin de l'étude de son dossier à un barème exactement identique à celui d'un autre, mais qui a mis le pays en question en vœu 4 ou 5, voire 7,
sera, je dirais, écarté par rapport à celui qui a mis le pays en vœu 1. Mais ce n'est vraiment qu'en cas de parité absolue entre les dossiers de deux collègues que la chose pourrait éventuellement être départagée. Il faut savoir par contre que quand on postule pour un poste de résident, dans le cas où on soit recruté, l'établissement qui vous a recruté vous envoie un mail par le biais du service d'action culturelle le jour même de la réunion de la commission consultative locale. Vous avez 72 heures pour y répondre. Donc, une fois par contre que vous avez donné votre accord, tous les autres vœux, un peu comme pour Parcoursup, s'écrasent. C'est-à-dire que vous devez faire attention, si vous avez postulé sur plusieurs pays, de jouer sur ces 72 heures pour donner une réponse favorable au pays ou à l'établissement pour lequel vous tenez vraiment à partir. Et ne pas dépasser les 72 heures, parce qu'après les 72 heures, on va passer à la personne qui est classée après vous. Et donc là, on ne vous proposera plus de poste. Puisque toutes ces commissions, dans tous les pays du monde, ont lieu durant la même semaine. Puisque l'AEFE, pour les postes de résidents, s'arrange évidemment pour que les personnels ne jouent pas avec la concurrence entre les pays. Donc, toutes ces commissions ont lieu en même temps. Et c'est la première semaine de mars. Donc, je continue toujours avec une question de Titou sur Facebook. Nous sommes 2 enseignants spécialisés. A-t-on plus de chances de faire un vœu commun ou plutôt de façon séparée? Exemple, si un seul poste vacant dans le pays que l'on souhaite absolument. Et est-ce que si nous faisons un vœu commun, nous serons mis de côté? Alors, ce qui se passe en règle générale par l'expérience qu'on peut en avoir, c'est que le vœu commun, ce qui consiste à dire on prend 2 postes de résidents, sinon on ne part pas, c'est un petit peu difficile à obtenir, vu les postes qui sont vacants ou qui sont susceptibles d'être vacants. Donc, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un collègue parmi les 2 dans le couple qui obtient un poste de résident et le second obtient un postule sur un poste de recruté local. Puisque on peut imaginer que par la suite, l'année suivante ou 2 années après, il sera prioritaire pour obtenir un poste de résident. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe en règle générale. Mais faire une demande en disant on prend une demande liée en fait, en disant on prend 2 postes, sinon on n'en prend pas, ça limitera les possibilités et ça n'arrive pratiquement jamais. Très bien. Ce qui arrive de temps en temps, c'est que des collègues du premier degré dont le conjoint est au second degré fassent à ce moment-là une demande conjointe. C'est plus les collègues du second degré qui disent qu'ils ont un collègue du premier degré. Donc, comme il y a plus de mobilité au second degré qu'au premier degré et plus de mouvement, c'est le collègue du second degré qui postule sur un poste de résident, qui dit que son conjoint est au premier degré, qui postule également, mais ça ne donne aucune priorité sur le recrutement, par contre. Question de Maud sur Facebook. Quand doit-on demander notre mise en disponibilité? Très bonne question. Très bonne question. Quand demander sa mise en disponibilité? Alors déjà, si c'est une disponibilité pour convenance personnelle, il y a un calendrier qui est défini dans son département de rattachement. Après, si c'est une demande pour suivre son conjoint ou pour élever un enfant de moins de 12 ans, on peut la demander n'importe quand. Sauf qu'il faut aussi que ça soit de faire une demande en fonction du contrat, c'est-à-dire de dire voilà, je fais une demande de disponibilité, mais alors à moins de pouvoir rester plusieurs mois sans salaire, mais sinon demander la disponibilité en prévision du début du contrat qui vous sera proposé à l'étranger. Et en ayant déjà un peu une idée que ce contrat est possible. C'est difficile de dire qu'on demande une disponibilité, admettons pour convenance personnelle, et qu'elle soit accordée au 1er septembre de la rentrée suivante, et après aller à la pêche, je dirais, d'un contrat éventuel. Il faut essayer de mener les 2 choses de front, je dirais. Quand les pourparlers avec l'établissement éventuellement sont bien avancés, ça peut être à ce moment-là le moment de demander la disponibilité, si on est toujours dans les temps. Pour les disponibilités pour suivi de conjoint, tous les ans, il y a des collègues qui demandent leur disponibilité pour suivi de conjoint au mois de juin,
au mois de mai, même au mois de juillet, parce que leur conjoint, qui n'est pas forcément d'ailleurs enseignant, et qui peut être, qui travaille pour une entreprise ou qui travaille pour… dans un autre ministère. Dans un autre domaine, a obtenu un poste à l'étranger. Et donc, ce collègue ou cette collègue demande une disponibilité pour suivre son conjoint qui est accordée de droit à n'importe quel moment. Donc, une fois que ce collègue ou cette collègue arrive dans le pays en question avec cette disponibilité de droit, elle peut postuler sur un poste en contrat local dès la rentrée suivante, ou aussi, ce qui se fait beaucoup, c'est se signaler auprès de l'établissement et commencer à travailler dans l'établissement en faisant, par exemple, des remplacements. C'est quelque chose qui est très fréquent. Ça permet de se faire connaître, de connaître l'établissement, de voir si on y a sa place éventuellement, et ainsi de préparer la rentrée suivante. Oui, parce qu'il faut savoir, si on continue sur le même thème, il faut savoir que ces établissements français à l'étranger n'ont pas forcément un vivier de remplaçants et donc sont à la recherche de collègues titulaires qui ne travailleraient pas dans le pays et donc éventuellement susceptibles de faire des remplacements dans les établissements, remplacements qui sont souvent assurés par des collègues qui ne sont pas titulaires et qu'on a recrutés localement sur place. Alors, une question de Guillaume sur Zoom. Vous avez déjà répondu, mais du coup, je pense que ça va permettre de refaire le distinguo avec les différents types de recrutement et de contrats. Enfin, oui, de recrutement. J'ai cru comprendre que le recrutement par l'AEFE était réservé pour les directeurs et maîtres formateurs. Est-ce bien cela? Le recrutement pour les simples PE se fait donc via la MLF prioritairement? Alors non, Guillaume, il n'a pas bien écouté la présentation, Guillaume. À l'AEFE, comme à l'AEFE, plusieurs types de contrats sont proposés. Les maîtres formateurs et les directeurs sur des contrats expatriés. Donc, mais pour les PE, pour les PE de base, adjoints dans les écoles, ils peuvent postuler sur des postes de résidents, qui sont aussi des postes AEFE. Voilà, avec des conditions qui sont quand même équivalente à celle qu'on peut connaître en France. À celle qu'on peut connaître en France, dont on a décrit tout à l'heure les conditions, avec en plus une prime qui s'appelle ISBL, qui est différente suivant le pays dans lequel on exerce, puisque en fonction du niveau de vie, du prix des voyages, de plein d'éléments, de plusieurs éléments, et qui s'accompagne aussi d'un avantage familial, si on a des enfants, pour permettre de payer la scolarité de nos enfants si on les met dans l'établissement dans lequel on travaille. Voilà. Petite précision en plus en ce qui concerne les rémunérations, l'ISAE est aussi versée aux collègues qui sont détachés et aux collègues qui sont en contrat local dans les établissements en gestion directe de l'AEFE. Ce versement, par contre, se fait en 2 fois, une fois au mois de décembre et une fois au mois de juin. Mais c'est aussi une indemnité qu'on perçoit à l'étranger. Toujours sur l'AEFE, une question sur Zoom. Faut-il être titulaire du FLE pour enseigner via l'AEFE? A priori, non. Voilà, est-ce que ça amène un plus? Est-ce que quid du FLE? Oui, du français et langue étrangère. En fait, d'avoir un diplôme de français et langue étrangère. J'ai envie de répondre que ça ne peut pas faire de mal, mais ça ne va pas être. Ce n'est pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire et ça ne va pas donner à ce collègue qui a fait des études de français et langue étrangère, qui lui seront sûrement utiles si jamais il part à l'étranger, mais ça ne lui donnera pas un plus pour être recruté par rapport à un autre collègue, à moins que ce soit vraiment en cas d'égalité pour le reste des critères, mais ce sera pas déterminant. Ce n'est généralement pas un critère qui donne beaucoup de points dans les établissements. C'est vraiment pour départager de candidats qui arriveraient vraiment à tout point à l'égalité parfaite. Donc effectivement, si on est détenteur du diplôme de FLE, ça peut être un plus. Mais ce n'est pas la première chose qui va être regardée. Pour le recrutement AEFE, on parle bien du recrutement AEFE. Après, pour les autres établissements, ça peut être un peu différent. Et il peut y avoir un chef d'établissement, puisque pour les établissements partenaires et même pour certains établissements MLF, les chefs d'établissement peuvent rechercher un profil particulier et donc chercher quelqu'un qui aurait un profil français langue étrangère. Bon, ce n'est pas forcément déterminant. Pour sortir un peu de l'AEFE, par rapport au programme Jules Verne,
pour un détachement aux États-Unis dans le cadre du programme Jules Verne. Mon épouse peut-elle travailler? Donc, je pense que c'est une question on va dire plutôt, question de vie familiale. Est-ce que nos enfants peuvent-ils bénéficier d'une école et collège français? C'est une question plus en dehors du programme Jules Verne qui a été posée par plusieurs collègues sur la prise en charge des frais d'inscription ou pas des enfants dans les différents établissements. Pour commencer avec le programme Jules Verne, il faut savoir que ça dépend du pays où vous êtes et des possibilités qui sont offertes. Je pense aux États-Unis, par exemple. Si vous êtes aux États-Unis, ça suppose d'avoir un visa de travail. Les conditions de travail aux États-Unis ne sont pas si faciles que ça. Donc, si le conjoint ou la conjointe du collègue qui participe au programme Jules Verne veut travailler, il faut qu'il puisse le faire dans le pays dans lequel son conjoint va aller. Ce n'est pas la même chose partout. Certains pays, je ne sais pas, moi je pense aux pays, aux Émirats, où il faut avoir un sponsor pour pouvoir travailler, etc. Les conditions sont assez difficiles. Donc, c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier. Il faudrait voir dans quel pays a lieu le programme Jules Verne et voir si après, dans ce pays, le conjoint peut éventuellement trouver facilement un travail ou pas. Après, sur la prise en charge qui pourrait être payée ou la prise en charge des frais de scolarité des enfants de ses collègues, je ne vois pas à quel titre. Donc, la seule possibilité éventuelle pourrait être de passer par le système des bourses, puisqu'il existe des bourses scolaires dans le réseau AEFE, et donc ils pourraient bénéficier, en fonction de leurs revenus, de bourses scolaires pour scolariser leurs enfants dans les établissements français de l'étranger. Mais plus largement, en ce qui concerne la scolarisation des enfants, des collègues qui souhaitent partir à l'étranger, il y a là aussi plusieurs cas d'espèce. Parce que quand vous partez dans le cadre de l'AEFE et que vous avez un contrat d'expatrié ou de résident, les frais de scolarité sont couverts par la majoration familiale pour les expatriés et l'avantage familial pour les résidents. Si vous partez toujours dans le cadre de l'AEFE avec un contrat local, en général, dans la plus grande partie des établissements, il y a une partie de la scolarité qui est gratuite. Quand vous partez dans le cadre de la MELEF aussi, il est souvent proposé la gratuité des frais de scolarité, ce qui n'est pas souvent le cas, par contre, dans les établissements partenaires. C'est-à-dire quand vous êtes dans un établissement partenaire et que vous souhaitez scolariser votre enfant dans cet établissement, souvent les frais de scolarité sont en partie en charge ou tout à fait en charge des collègues. Ça fait partie de la négociation, puisque dans le cadre des établissements partenaires, vous signez un contrat de droit privé et donc il y a une négociation au moment de la signature du contrat. Et si vous partez avec des enfants, cette scolarité et la prise en charge de cette scolarité fera partie des éléments sur lesquels il faudra interroger votre futur employeur. Question de Franck. Les années cumulées à l'étranger en mise à disposition sont-elles comptabilisées au niveau du MEN pour le comptage des années d'ancienneté en vue de la retraite? Très bonne, oui, je dirais que oui. J'ai pas la réponse précise, mais je pense que en mise à disposition, elles sont comptabilisées pour la retraite. Donc j'en profite pour faire un petit pas de côté par rapport à la retraite, notamment par rapport aux bonifications qui peuvent être accordées au personnel travaillant hors Europe, puisque ces bonifications pour la retraite ne sont effectives, ne fonctionnent que pour les collègues qui partent hors Europe. Et elles correspondent à un tiers du temps passé hors Europe en exercice pour les postes de résidents ou pour les postes de détachés, tous les postes de détachés. Et donc, ces bonifications ne vous permettent pas de partir avant avant l'âge légal à la retraite, mais éventuellement vous permettent d'avoir une décote moins importante. Une question de Marielle sur Zoom, vous êtes un petit peu triste, mais je n'ai toujours pas compris la différence entre le contrat expat et le contrat de résident. Donc peut-être faire une petite… Alors, Marielle, on va essayer d'être aussi clair que possible. Mais la pédagogie est l'art de la répétition. Entre autres. Donc, le contrat d'expatrié est un contrat qui est réservé aux directrices et aux directeurs d'école et aux
formateurs et formatrices, c'est-à-dire conseillers pédagogiques et maîtres formateurs. C'est un recrutement qui se fait sur dossier et sur entretien, qui est assez difficile et qui concerne relativement peu de collègues, environ une quarantaine par an. Il se fait au niveau central de l'AEFE, donc au niveau du siège de l'agence. Ce sont la DRH et le service pédagogique qui sélectionnent les dossiers, etc. Et le SNUPP FSU Hors-de-France participe à la commission consultative paritaire centrale, donc au niveau du siège de l'AEFE, pour ce recrutement. Donc ça, c'est en ce qui concerne les expatriés. Donc, sur les expatriés, je complète. Donc, en fait, ce sont des gens qui sont directeurs ou déjà titulaires du CAFIPEM en France et qui souhaitent aller enseigner, mais aller exercer sur des postes de directeur ou de formateur. Et pour pouvoir postuler, il faut avoir au moins 3 ans d'expérience dans le poste qui est soumis au recrutement. Donc, et pour les directrices et les directeurs, il faut être en plus directeur ou directrice d'une école assez grande, de plus de 8 classes, parce que comme on le disait avant, à l'étranger, les écoles primaires sont souvent des écoles très grandes, avec un grand nombre de classes. Et pour les résidents, le recrutement ne se passe pas donc à Paris, mais se passe dans le pays, en général à l'ambassade, au service culturel de l'ambassade, où une commission se réunit pour recruter les collègues qui souhaitent exercer dans un pays. Ils seront recrutés sur des postes d'adjoints, de PE, avec une classe et sur une classe, et ils seront tenus d'enseigner. Ils ne pourront pas être déchargés de leur temps pour faire de la formation, etc. Donc, ce sont des postes d'enseignants dans les classes. Et donc, ces collègues-là sont recrutés localement dans le pays dans lequel ils vont exercer ou ils souhaitent exercer. Est-ce qu'on a été plus clair? Julien, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il me semblait l'avoir compris depuis le début, donc non, c'est en transition. Une question de Clotilde sur Zoom. Si le rythme scolaire du pays résident est de février à décembre, est-ce que la demande, et Corinne nous dit que c'était très clair dans le forum de discussion, je reprends la question de Clotilde. Si le rythme scolaire du pays résident est de février à décembre, est-ce que la demande d'un mi-temps annualisé est facilement acceptée? Je souhaiterais travailler en France de septembre à janvier, puis partir en février suite à une demande de mise à disposition. Alors, c'est vraiment un cas particulier quand même de dire… alors après, tout dépend de quel poste, parce qu'en fait, les mi-temps annualisés qui existent en France, ils sont en place, si on parle de l'AEFE, ils sont en place seulement depuis quelques années à l'AEFE, et à notre connaissance, ils sont très très peu souvent acceptés, parce que ils sont acceptés uniquement dans le cas où vous trouvez dans le même établissement que vous, quelqu'un susceptible d'assurer l'autre mi-temps annualisé. Donc, si vous faites, vous, la première partie de l'année, il faut que vous trouviez un collègue qui accepterait de faire l'autre moitié de cette année dans votre classe. Et donc, en général, c'est assez compliqué d'avoir ce binôme dans la même école. Donc, vraiment, c'est vraiment très, très difficile d'avoir cette possibilité, même si elle existe dans le texte. De plus, sauf erreur de ma part, une demande de mi-temps, qu'elle soit annualisée ou sur la semaine, ne peut se faire qu'après une première année dans l'établissement en tant que résident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans un établissement directement à mi-temps. On doit d'abord effectuer une année à temps complet pour après pouvoir demander un mi-temps. Et après, il n'est pas possible non plus d'obtenir un détachement pour une demi-année. C'est-à-dire que le minimum, c'est une année complète. Le détachement, c'est une année complète. Et pas pour tous les postes. C'est-à-dire que pour les postes d'expatriés, c'est 3 ans le détachement. Pour les postes de résidence, c'est 3 ans. Pour les postes à la mission laïque française, le détachement, si c'est dans les EPR ou dans les écoles d'entreprise, c'est aussi 3 ans. La seule possibilité d'avoir un détachement d'une seule année serait dans certaines écoles partenaires. Après, peut-être que Clotilde pense à ce qu'on appelle les pays de rythme sud, c'est-à-dire des pays où effectivement, en raison de leur position géographique, je dirais, l'année est renversée par rapport à ce qu'on connaît ici en France, c'est-à-dire l'année scolaire débute au mois de février et pas au mois de septembre.
Donc, je ne sais pas si c'est éventuellement… C'est ça. Voilà. Bon, c'était ça. Donc, dans ce cas-là, il faudra à ce moment-là, par contre, la règle reste la même, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle arrive dans le pays, elle a une première année à temps plein à effectuer avant de pouvoir demander un mi-temps. Mais elle ne pourra pas faire un mi-temps et exercer la moitié du temps en France et la moitié du temps à l'étranger, au Brésil ou au Chili, ou au Vanuatu. Oui, voilà, ça ne sera pas possible. Voilà, donc peut-être reprendre contact avec Tout à fait. de France, hdf@ppp.fr pour préciser un petit peu les modalités qu'elle envisageait et voir directement avec vous ce qu'il peut en être. Il y a eu plusieurs questions, KPI, KPSH, donc une qui demandait si il fallait absolument le CAFIPEM, qu'elle voyait beaucoup de postes qui étaient réservés au CAFIPEM, et que du coup, si un KPSH, ça pouvait passer. Et une autre question, existe-t-il des classes spécialisées, donc des postes d'enseignants spécialisés pour les titulaires du KPI? Voilà, donc toujours deux questions liées sur le spécialisé. Non, c'est une demande que nous faisons, nous, régulièrement dans les instances des différents opérateurs, notamment l'AEFE et la MLF, que l'inclusion soit mise au centre des préoccupations et que ces classes pour les élèves à besoins particuliers soient mises en place. Mais il n'y a pas de poste fléché pour les enseignants spécialisés dans le réseau pour l'instant. Et plus particulièrement pour le recrutement des expatriés, le KPSH ne remplacera pas le CAFIPEM. C'est vraiment le CAFIPEM qui est demandé pour les collègues formateurs et les collègues formatrices. Parce que leur rôle, entre autres, pour ces formateurs, en établissement ou bien conseiller pédagogique auprès de l'inspecteur de la zone, sera de former les collègues les nombreux collègues non titulaires qui enseignent dans les établissements français à l'étranger. Donc, ils ont vraiment un rôle essentiel de formateur ou de formatrice plutôt que d'intervenants spécialisés ou d'enseignants spécialisés. Ils peuvent cumuler les deux, mais ce qui sera privilégié, c'est vraiment le CAFIPEMF et le… Je souriais pour l'intervention de Corinne qui, a priori, collectionne les CAFIPEM. Question de Lydie sur Zoom. Pour postuler via l'AEFE, j'ai cru voir que les demandes pour la prochaine rentrée étaient possibles seulement jusqu'au 30 septembre dernier. Est-ce exact? Sommes-nous encore dans les temps pour la mission laïque? Alors, les postes jusqu'au 30 septembre, ce ne sont que les postes d'expatriés. Par contre, il est tout à fait possible de postuler en tant que résident. Les postes paraissent en général entre fin décembre et début janvier. Les dossiers sont envoyés avant début février, mi-février grand maximum. Et le recrutement, comme on le disait tout à l'heure, a lieu la première semaine de mars. Donc, les candidatures pour les postes d'expatriés, effectivement, sont clôturées, c'est trop tard. Par contre, pas en ce qui concerne les résidents à l'AEFE. Ni ceux de la mission laïque française pour lesquels on peut continuer encore maintenant à remplir le dossier sur le site de la mission laïque pour le recrutement qui aura lieu donc au mois de mars, fin février, un petit peu plus tôt. Début février même. La mission laïque a placé son recrutement un peu avant celui de l'AEFE. Des questions sur comment ça se passe une fois qu'on est à l'étranger par rapport à la France. Est-ce que durant les années passées à l'étranger, on participe au mouvement interacadémique? Est-ce qu'on peut participer au mouvement interacadémique? Et une question de Fred. Pour la réintégration en France, j'ai compris qu'on ne récupère pas son poste, mais revient-on dans le même département qu'avant le départ? Alors oui, on revient dans le même département puisque les PE sont rattachés à un département et donc on revient dans le même département. Et donc, on ne récupère pas son poste, mais on revient et on peut postuler au mouvement intradépartemental dans son département. Quant au mouvement interdépartemental… Voilà, donc pour ce qui concerne le mouvement interdépartemental, on peut bien sûr toujours y participer. Attention, précaution très importante, au cas où vous obteniez votre mutation, cela équivaut à réintégration. C'est-à-dire que même si votre contrat est en cours dans votre poste à l'étranger, si vous obtenez votre mutation, vous réintégrez dans votre nouveau département à la rentrée suivante. Et le contrat, à ce moment-là, prend fin. Ça, c'est important à savoir. Donc, le mouvement interdépartemental est prioritaire par rapport à votre détachement. Ce
qui est assez logique puisque vous êtes détaché d'un département pour aller enseigner à l'étranger. Donc, si vous changez de département, vous n'avez plus, vous changez aussi de département de rattachement et donc le détachement devient caduc. Très bien. Question sur le détachement à Monaco. Nathalie regrette la quasi-absence d'infos sur les détachements à Monaco. Voilà. En tout cas, elle a du mal à trouver des informations à ce sujet. Oui, nous aussi. Nous aussi, les détachements à Monaco, très difficile de trouver des informations. Après, le recrutement se fait sur place aussi et privilégie les personnels d'origine monégasque. Donc, voilà, après, c'est très difficile. Certains collègues arrivent à l'obtenir, mais comme toi, on a beaucoup de mal à savoir comment ça se passe, pourquoi ils sont recrutés, quels critères sont utilisés. Question de Richard qui, a priori, est dans un département où c'est compliqué au niveau de la gestion par la DAZEN. Quels sont les recours possibles en cas de refus de détachement? Alors, plusieurs situations, parce qu'en fait, en fonction du poste que vous allez demander, la procédure ne va pas être la même. Si vous demandez un poste d'expatrié, il y a un avis préalable, c'est-à-dire au moment où vous faites votre dossier, l'AEFE demande à ce que vous interrogiez votre DAZEN pour savoir si éventuellement, si dans le cas où vous êtes recruté, elle vous laissera partir. Il ou elle accordera le détachement. Si cet avis préalable est défavorable, dans ce cas-là, votre dossier ne sera pas étudié. Donc, si vous avez un avis défavorable, à ce moment-là, il faut faire un recours en direction du DAZEN pour demander à ce qu'il revienne sur cet avis préalable défavorable. Même chose pour la mission laïque française, qui demande elle aussi un avis préalable au recrutement. Cet avis préalable n'étant pas rédhibitoire pour la mission laïque française. C'est-à-dire que votre candidature, si votre candidature les intéresse, ils iront jusqu'au bout de la procédure pour après demander un détachement réellement. Voilà. Par contre, en ce qui concerne donc les postes de résidents, l'avis préalable n'est pas nécessaire. Par contre, il devient indispensable au moment où on vous propose un poste. À ce moment-là, l'avis de détachement est demandé par l'opérateur qui est l'AEFE au ministère de l'Éducation nationale, qui est celui qui accorde les détachements, mais le ministère de l'Éducation nationale demande obligatoirement pour tous les nouveaux détachements l'avis du DAZEN. Si cet avis est défavorable, dans 99% des cas, le ministère refuse le détachement. Dans ce cas-là, il est toujours possible de faire ce qu'on appelle un recours gracieux pour essayer d'infléchir la décision d'avis défavorable. Nous suivons nos collègues syndiqués au SNUPP dans ce parcours, c'est-à-dire qu'ils nous informent s'ils ont un refus de détachement et on les guide après pour faire leur recours. Alors, nos moyens d'action sont rendus plus limités depuis la loi de modernisation de la fonction publique, puisqu'on ne peut plus interroger directement le ministère et donner les informations concernant des cas particuliers. Mais on arrive quand même à aider les collègues à rédiger leur lettre de recours et ça fonctionne dans certains cas. Évidemment, il y a des départements qui sont particulièrement touchés par ces refus de détachement, contrairement à d'autres où c'est plus facile de partir. Et dans ce travail d'accompagnement des collègues adhérentes et adhérents, nous travaillons très souvent en étroite collaboration avec les sections départementales du SNUPP-FSU, parce qu'effectivement, ce sont elles qui ont éventuellement l'accès du DAZEN et qui peuvent présenter le recours du collègue là où nous, hors de France, nous n'avons pas accès directement au DAZEN de chaque département. Donc très souvent, quand il y a refus de détachement et qu'il y a un recours, on travaille en collaboration avec les sections du SNUPP des différents départements. Puisqu'il y a double interrogation du DAZEN, une première fois lorsqu'il y a la demande de détachement, et le DAZEN est consulté. S'il donne un avis défavorable, le ministère
refuse le détachement, le collègue fait un recours, ce recours va au ministère et le ministère interroge de nouveau le DAZEN pour voir s'il accepte de donner une issue favorable au recours ou pas. Et la seule possibilité de recours est le recours gracieux, car le détachement n'est pas de droit. Il n'y a pas d'autre possibilité parce que c'est effectivement à la discrétion du ministère de l'Éducation nationale de l'accorder ou pas. Question de Mappy sur Zoom qui concerne le programme d'échange franco-québécois. Est-ce qu'il a été de nouveau annulé? Puisqu'a priori, ça a été le cas. Ça a été le cas en raison de la crise sanitaire l'année dernière. Il semblerait que ce soit de nouveau réouvert pour la rentrée prochaine. Mais bon, là encore, il faut attendre la parution des notes de service et on essaye de notre côté de suivre, de faire une veille par rapport à ces notes de service et dès que les informations sortent au niveau du bulletin officiel, de les mettre en ligne sur notre site pour que les collègues puissent être informés au plus vite. Après, on a énormément de questions qui sont relativement personnelles. Donc après, les questions qui n'auront pas été répondues en direct dans ce live, voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à les poser ensuite au SNUPP Hors-de-France. On remettra, pardon, excuse-moi Julien, on remettra à la fin du webinaire nos coordonnées en partage d'écran pour que vous puissiez éventuellement les noter au cas où on ait été trop vite tout à l'heure. Il s'agit de notre site, de notre mail, de notre numéro de téléphone et éventuellement des Facebook et Twitter sur lesquels vous pouvez aussi nous suivre. Mais de tous ces moyens, le plus fiable et le plus efficace reste le mail, donc hdf@snupp.fr, qui nous permet, nous aussi, d'étaler les réponses. On ne peut pas prendre tout le monde au téléphone en même temps. On est une petite équipe. Et donc, on essaye de répondre au plus vite à tous les mails. On peut vous assurer d'y répondre au moins dans les 3-4 jours, voire la semaine, en fonction du nombre, bien sûr. Mais donc, on essaiera de toutes les questions personnelles. On y répondra, bien sûr. On y apportera une réponse. Et le mail nous permet aussi de répondre avec le plus d'éléments possible. C'est-à-dire que si nous devons faire des recherches ou aller chercher des informations plus particulières, le fait de passer par le mail, ça nous laisse plus de temps pour le faire. Au téléphone, on est effectivement sur un échange immédiat qui est déjà très bien, mais qui parfois ne nous permet pas d'aller chercher les réponses aussi loin qu'on le souhaiterait. Ou de vous donner des liens vers des textes, etc. Voilà. Question de Séverine qui rentre un peu dans le détail sur… je n'ai plus la question de Séverine dans les yeux. Il y a un petit souci avec le formulaire qu'on utilisait. C'était sur la protection sociale et sur les différentes protections qui pouvaient exister lorsque l'on est à l'étranger. Donc, quel est le statut qui va le plus protéger au niveau protection sociale lorsqu'on est parti enseigner à l'étranger? Là aussi, vaste question et réponses différentes en fonction des différents types de contrats. Alors, quand vous êtes en détachement, la carrière continue, donc vous cotisez pour la retraite ou directement par votre établissement, par votre opérateur, ou bien parce que vous le faites vous-même. En ce qui concerne la protection sociale, quand vous partez en tant qu'expatrié ou en tant que résident avec l'AEFE, vous continuez à cotiser à l'AMGEN et vous êtes pris en charge pour la protection sociale par l'AMGEN, section extramétropolitaine. Ou une autre mutuelle. Oui, après, ça c'est pour la partie, je dirais, sécurité sociale. Vous pouvez aussi avoir une complémentaire santé qui peut être celle de l'AMGEN ou bien celle d'une autre mutuelle. La seule chose qui est demandée par l'AEFE, c'est que dans votre mutuelle, il y ait une assurance rapatriement, qui est absolument essentielle. Obligatoire. Ensuite, quand vous êtes par contre sur un contrat local, vous êtes pris en charge par la sécurité sociale et le régime de retraite local. Vous pouvez cotiser auprès de la CFE, qui est la Caisse française des étrangers, pour avoir une protection sociale qui soit à ce moment-là valable en France
Là, vous avez plusieurs types de cotisations possibles. Et vous pouvez aussi, au travers de la CFE, continuer à payer votre cotisation retraite pour que les trimestres que vous passez à l'étranger soient de cette façon validés. Mais c'est une action volontaire de votre part. On invite les collègues qui seraient dans cette situation à contacter la CFE, puisqu'on ne doit pas vendre de produits de la CFE, et de bien se renseigner sur les tarifs, puisque c'est assez onéreux, c'est assez coûteux, et donc de se renseigner auprès d'eux s'ils sont dans cette situation d'avoir une cotisation volontaire pour pouvoir continuer à cotiser en France. Sinon, vous cotisez dans le pays d'exercice. Donc, suivant les pays, c'est plus ou moins intéressant et plus ou moins protecteur. Donc, évidemment, vous comprendrez que si vous cotisez à la retraite péruvienne ou espagnole, ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose que si vous cotisez pour une retraite en Allemagne ou au Royaume-Uni. Et encore que, voilà. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut penser quand on postule et quand on choisit, si on peut choisir entre les différents types de contrats, savoir quelles sont les possibilités qui vous sont offertes. Pour beaucoup de collègues en contrat local, il est parfois trop onéreux de cotiser à la fois à la sécurité sociale française et à la retraite. Ils sont parfois obligés de choisir l'un ou l'autre. Mais de toute façon, ils sont obligatoirement affiliés au régime local du pays d'accueil. Question du coup, sur les COM, où sont publiés les postes pour les COM? Où trouver ces infos? Alors, des notes de service sont publiées tout au long de l'année. Nous les relayons sur notre site. Donc, ce n'est pas toujours au même moment de l'année. Il faut un peu être à l'affût, voir les informations sur le site pour pouvoir savoir quand est-ce qu'elles sont publiées. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais celle pour la Nouvelle-Calédonie est déjà sortie. Tout à fait. Mais on ne sait pas le nombre de postes qui seront disponibles. Voilà, en général, il y a la note de service qui paraît, qui annonce la procédure. Et après, il faut suivre l'actualité pour savoir s'il y a un poste, deux postes. Enfin, voilà, c'est… Sauf erreur de ma part, Saint-Pierre et Miquelon, cela fait plusieurs années qu'il n'y a pas de poste du tout. Après, voilà, je fais le fil, je suis en train de regarder les différentes questions et beaucoup de questions ont déjà été répondues. Toujours sur les détachements, donc il y a beaucoup de questions sur les départements, quels sont les départements qui refusent beaucoup les détachements, beaucoup de remarques sur des situations personnelles, sur les refus de détachement d'un certain nombre de départements qui sont malheureusement déficitaires et connus en tant que tels. Je pense notamment à l'Académie de Créteil dont je fais partie et pour lesquels, dans tous les cas, sortir du département, que ce soit aller pour l'étranger ou partir dans un autre département est compliqué. Juste, Julien, je te coupe par rapport à cette question et la politique qui peut être mise en place dans chaque département au-delà de l'aspect déficitaire, puisque c'est le DAZEN qui est sollicité pour le détachement. Les critères du DAZEN ne sont pas forcément les mêmes d'un département à l'autre. On a eu par le passé des DAZEN qui demandaient à ce que les collègues aient exercé un certain nombre d'années dans le département avant de demander un détachement et qu'on leur accorde un détachement. Dans d'autres, c'était une durée supérieure ou pour certains, non, ils préféraient donner, je ne sais pas, à tel échelon ou à tel niveau de la carrière, donner un détachement, accepter un détachement. Donc, je dis ça pour que les collègues se tournent vers leur section départementale du SNUPP-FSU pour contacter donc nos collègues militants et leur demander s'ils connaissent la politique du DAZEN en la matière. Parce que c'est souvent comme ça qu'on arrive à savoir s'ils sont dans le bon créneau susceptible que leur détachement soit accepté. Après, il faut savoir qu'il n'y a aucun département qui refuse tous les détachements. C'est-à-dire que par principe, le ministère, la Direction générale des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale considère que chaque département doit, à minima, laisser partir autant de gens qu'elle en laisse revenir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réintègrent tous les ans leur département d'origine
Et donc, la DGRH du ministère de l'Éducation nationale considère qu'elle doit en laisser partir au moins autant. Et pour mettre une petite note positive dans ce cadre qui est un peu difficile, on va dire, dans tous les départements, même les plus déficitaires, chaque année, il y a des collègues qui sont détachés à l'étranger. Donc ça, il faut le savoir, c'est parfois difficile, c'est parfois peu de collègues, mais chaque année, même pour les départements les plus difficiles, il y a des collègues qui obtiennent le détachement. Après, par rapport aux différents statuts de contrat, les collègues qui partent sur un poste d'expatrié, donc pour être directeur à l'étranger ou formateur, en général, les détachements sont plus facilement acceptés pour ces postes-là que pour les postes d'adjoint professeur des écoles. Du coup, il y a une question par rapport à cela de Richard, ou une remarque peut-être. Dans le cadre du Grenelle de l'éducation, il y a un engagement concernant la mobilité internationale. Est-ce que le MEN va accorder davantage de détachement? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Il faut la poser au MEN. Mais nous avons beaucoup argumenté et beaucoup discuté autour de la limitation du détachement à 6 années avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque leur argument principal était de dire qu'il faut absolument que tous les collègues en France aient la possibilité d'aller à un moment ou à un autre de leur carrière exercer à l'étranger. Donc, on va limiter le temps pour que les collègues ne restent pas à l'étranger. Sauf que, en pratique, ce qui se passe avec cette limitation, c'est que ça ne change rien pour les collègues qui n'arrivent toujours pas à partir. C'est-à-dire qu'on a limité le temps en disant, eh bien, les DAZEN dans les départements, puisqu'ils savent que ce détachement ne sera limité à 6 ans, ils vont laisser plus facilement partir les collègues. En fait, dans la réalité, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que les détachements sont toujours aussi difficiles à obtenir dans les départements déficitaires, malgré cette limitation à 6 ans. Et ça a eu aussi un effet pervers d'une certaine façon, parce que les collègues qui sont déjà à l'étranger ne demandent plus à partir ou à changer de pays. Ils sont dans un pays, ils y restent de peur de ne pas obtenir un nouveau détachement. Ce qui bloque un peu aussi dans les pays la mobilité dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a moins de postes qui se libèrent à l'étranger parce que les collègues qui sont déjà craignent de ne pas obtenir un nouveau détachement s'ils postulent pour un autre pays, par exemple. Question de Denis qui s'inquiète, qui a déjà étudié un petit peu ces questions. Quand on demande un poste de résident, j'ai vu que nous sommes mis en disponibilité les 3 premiers mois d'arrivée et que nous sommes en détachement à partir de décembre. Je ne comprends pas tellement ce qui se passe pour nous les 3 premiers mois de notre arrivée dans ce pays d'accueil. En fait, tout est contenu dans le nom de ce poste et de ce contrat, puisqu'il s'agit d'un contrat de résident. Et donc, à l'origine de la création de ce contrat de résident, il était destiné à donner un statut aux collègues titulaires qui vivaient déjà dans le pays d'accueil. Et donc, on a créé ce contrat de résident en disant, ben voilà, on vous donne un statut de résident puisque vous vivez déjà dans le pays. Et que vous y exercez déjà votre métier d'enseignant. Éventuellement, vous y exercez déjà votre métier d'enseignant. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a des pays où il n'y a pas de professeurs des écoles dans le pays d'exercice. Et donc, il faut faire venir des collègues qui sont en poste en France, sur des postes de résidents. Donc, quand ils arrivent, ils ne sont pas résidents. Et donc, il faut qu'ils vivent dans le pays pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, ils deviennent résidents du pays d'accueil. Et à ce moment-là, l'AEFE peut leur faire un contrat de résident. Donc, il y a une espèce de petit jeu administratif. On vous recrute. Vous commencez à travailler, alors si c'est un pays de rythme nord, du 1er septembre au 1er décembre, en contrat local et vous êtes en disponibilité pendant ces 3 mois. Et au 1er décembre, vous passez sur un contrat en détachement, sur un contrat de résident. Et le détachement est acquis, c'est-à-dire il ne faut pas craindre qu'à l'issue de ces 3 mois, par exemple, le détachement soit refusé. Quand on est recruté dans ce cadre-là, le détachement est, je dirais, sous-entendu, sauf qu'il est retardé de 3 mois. On appelle ça un recrutement des résidents à recrutement différé donc de 3 mois.
Question de Séverine sur Zoom, qui n'a pas très bien compris une situation. Elle aimerait voilà. Est-ce qu'on peut être détaché en contrat local? Et du coup, est-ce qu'on peut expliquer Oui, tout à fait. On peut être détaché en contrat local directement auprès d'un établissement. C'est-à-dire, dans le cadre de ces fameux établissements partenaires, on peut obtenir un détachement directement auprès de l'établissement partenaire. Et ce sont souvent des contrats d'1 an, contrairement à l'AEFE, à la MELEF, où ce sont des contrats de 3 ans. Question de Gréati sur Zoom. Généralement, quels sont les motifs de refus de la part du DAZEN ou de la DAZEN? Il n'y en a qu'une. Les nécessités de service. Il n'y en a qu'une. Le DAZEN estime que les nécessités de service dans son département ne permettent pas d'accorder un détachement à un collègue qui exerce dans ce département. C'est-à-dire un déficit d'enseignants dans le département, c'est ça. Question de Camille. Ayant candidaté l'an passé pour le programme Élysée Prime, anciennement échange franco-allemand, je n'ai jamais eu de retour, tout comme mon IUN de circonscription. Cette année, je souhaite candidater de nouveau. Auriez-vous un conseil pour suivre l'avancée de mon dossier avant la réponse de la direction académique? Difficile de répondre. Non, je ne pense pas qu'il y ait un moyen pour suivre sa candidature avant d'avoir la réponse. Malheureusement, il n'y a pas d'engagement de la part de On peut doubler sa demande. Je pense que peut-être qu'une demande provenant du SNU-UPP Hauts-de-France aura peut-être plus de poids en demandant des explications, une réponse, un retour. Mais comme dans beaucoup de situations de ce type, pour les postes de résidence, c'est un petit peu la même chose. Et pour les postes à la mission laïque, etc., on n'a pas forcément de réponse quand on n'est pas retenu. C'est-à-dire qu'on a une réponse et une proposition si on est sélectionné. Si on n'est pas sélectionné, personne ne va vous écrire pour vous dire que vous n'êtes pas sélectionné. Ou votre candidature n'a pas été retenue. Sauf peut-être nos correspondants locaux qui exercent dans le pays dans lequel vous avez postulé, qui prendront le temps, si vous êtes syndiqué, de vous dire mais non, vous n'avez pas été retenu sur un poste de résident, par exemple, parce que pour telle et telle raison, vous avez été classé à telle position, mais il y a tant de postes, donc c'est pour cette raison que vous n'avez pas été contacté par l'établissement ou par le service culturel de l'ambassade. Mais ce qui n'est évidemment pas le cas dans le cas de l'Élysée Prime, parce que nous ne sommes pas du tout dans le même type de recrutement. Il n'y a pas de présence du SNU-PP-FSU lors de ces recrutements. Donc, nous n'avons pas, nous, de retour sur les candidats qui ont été retenus ou pas. Nous pouvons effectivement envoyer un mail pour demander ce qu'il en est, mais ce n'est qu'une demande de notre part. Nous ne participons pas à ce type de recrutement. Une dernière question, et puis après, ce sera le moment de conclure. Beaucoup de questions étaient relativement similaires, donc toutes n'ont pas été posées telles quelles, mais les différents éléments ont été présentés ici, et il sera toujours possible de revoir ce webinaire sur le SNU-PP FSU, sur le Facebook du SNU-PP FSU national, et également sur la chaîne YouTube. Dernière question de Mathilde. Bonjour, afin d'avoir plus de chances d'être recruté, qu'est-ce qui est le plus conseillé pour un enseignement du premier degré? Est-ce qu'il s'agit de passer la certification de français langue seconde ou le nouveau diplôme pour lequel on ne trouve pas beaucoup d'informations, enseigné à l'étranger? Est-ce qu'il y a déjà eu des retours d'expérience? Alors, le nouveau diplôme enseigné à l'étranger a été mis en place récemment et ne sera pas prise en compte dans le recrutement. C'est une formation supplémentaire qui est proposée aux collègues, mais qui ne rentrera pas dans les critères de recrutement. En ce qui concerne le français langue seconde, c'est un peu comme le français langue étrangère, ça peut être un plus, mais là aussi, ça ne sera pas un critère prioritaire et déterminant dans le recrutement pour un poste à l'étranger, sauf toujours dans le cas où nous sommes dans le cadre d'établissements partenaires et que le chef d'établissement a un besoin ou veut mettre la priorité sur le français langue seconde ou le français langue étrangère pour son établissement à un moment T.
dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir match entre le diplôme du collègue et ce recrutement très spécifique. Mais ce n'est pas en règle générale. Ça peut être aussi le cas à la mission laïque française, puisqu'ils ont listé un certain nombre de critères qui peuvent être choisis par les chefs d'établissement de leur réseau, qui sont les chefs d'établissement qui sont les recruteurs. Et donc, parmi ces critères, qui sont très nombreux, figurent le français langue seconde ou le français langue étrangère. Mais bon, ce ne sont pas des critères qui sont souvent choisis par les chefs d'établissement, donc qui ne sont pas déterminants. C'est certainement un plus dans la pratique quotidienne de la classe à l'étranger, parce que c'est vrai qu'à l'étranger, nous faisons face à des élèves qui parfois ne sont pas francophones et souvent dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc pour notre pratique pédagogique, c'est effectivement un plus, mais ce n'est pas quelque chose qui est demandé au moment du recrutement. Écoutez, je vais vous laisser remettre le diapositive qui était les différentes façons de joindre de France, et je vais du coup en profiter pour vous remercier. Pour vous remercier Bruno et Alessandra pour cette présentation très complète, remercier les participants et participantes qui nous ont suivis aujourd'hui, et aussi tous les membres de la technique qui étaient derrière. Il y avait Amélie, il y avait Anne-Laure, il y avait Christine, il y avait Christophe, il y avait Nolwenn, il y avait Thomas, Julien. Voilà. Et du coup, je vous laisse mettre les coordonnées pour qu'elles puissent être notées une dernière fois afin que chacun puisse poser les questions. Voilà, on fait rapidement un zoom arrière et ça encore un. Voilà. Et voilà, là comme ça, vous avez tous les moyens de nous contacter, de nous écrire. Vraiment, on essaye dans la mesure du possible de répondre de façon complète et aussi rapide que possible à toutes les questions que nous recevons. Peut-être pour conclure, Julien, nous souhaitions aussi faire remarquer que si ce webinaire a été possible, c'est parce que le SNUPP-FSU existe, que s'il existe, c'est parce qu'il y a des adhérentes et des adhérents. Donc vraiment, nous vous invitons à nous rejoindre dans vos sections départementales tant que vous êtes en France, et si vous partez à l'étranger, n'hésitez pas à rejoindre le hors de France. Mais tout ce que vous venez de voir et d'entendre, c'est grâce aux syndicats et c'est grâce aux adhérentes et aux adhérents, sans lesquels tout ceci n'est pas possible. On vous remercie beaucoup pour votre attention, et on remercie aussi Julien et toute l'équipe du SNUPP que vous ne voyez pas, mais qui s'est beaucoup affairé pour sélectionner les questions, pour que la technique fonctionne correctement. Et donc, on les remercie, et on vous remercie, vous, d'avoir participé aussi à ce webinaire. Et on espère avoir pu répondre à vos questions et puis écarter les doutes que vous pourriez avoir sur partir enseigner à l'étranger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Bonne fin de journée.